bien, je vais vous présenter en quelques slides un petit peu les perspectives d'avenir de FISA et pourquoi on s'investit dans cette perspective. Donc, on va partir déjà d'un constat. La maquette numérique sera omniprésente demain. Le futur sans maquette numérique, la plupart des projets seront menés avec la maquette numérique. Et une réalité, ça sera que, vous l'avez certainement déjà compris, c'est que la maquette numérique fédère plusieurs métiers. Des métiers qui sont pointus. Aujourd'hui, on est sur de l'ingénierie, des bureaux d'études, des entreprises, des métiers qui sont très pointus, d'où l'importance, pour pouvoir aborder ce sujet, d'avoir des accompagnants, on le verra après, qui soient aussi pointus, pour bien avoir en ligne de mire l'objectif pour vous accompagner. Donc les objectifs que se fixe depuis maintenant quelques années FISA, c'est d'apporter un accompagnement technique et pointu envers ses clients directs, puisque l'historique de FISA, c'est aussi, c'est des clients, bureaux d'études et entreprises en vente directe, mais aussi aujourd'hui à travers ses partenaires. Simplement par rapport à ce qu'on disait tout de suite, aujourd'hui, la maquette numérique touche énormément de domaines. Dès qu'on prend un bureau d'études, il ne fait pas que, on va dire, du génie climatique. Il va faire de la structure, il va faire de l'élec, et puis il y a tout le process informatique qu'il peut y avoir autour. D'où l'importance d'avoir un accompagnement complet. On a la chance d'avoir, pendant ces 3 jours, Alpi, qui sera capable de vous montrer ce qu'ils font aujourd'hui sur la maquette numérique. On aura des partenaires comme Implicit et REFSA qui sont présents, qui sont capables de vous accompagner sur la partie, on va dire, informatique. Et dans une certaine mesure aussi sur vos cœurs de métier. FISA, aujourd'hui, vise ses objectifs à la croisée des chemins entre le BIM et le génie climatique, pour laisser la place à un Alpi sur la partie élec, etc. Pour cela, on a déjà une gamme de logiciels autour de la maquette numérique. On le voit ici sur ces slides, un petit peu par ordre chronologique. On retrouve les AutoCAD MEP et les logiciels qui s'interfacent avec Revit. Et on voit déjà aujourd'hui que le nombre d'interfaces avec cette maquette numérique est plus importante, malgré le fait que c'est somme toute quelque chose de plus récent. Puisque Michel nous l'a dit tout à l'heure, AutoCAD c'était 1990, les premiers logiciels interfacés 1995, voilà, ça fait maintenant 20 ans. Revit c'est 2009-2008, ça fait beaucoup moins de temps. Mais on voit en fait la capacité qu'a intrinsèquement la maquette numérique à échanger de manière intelligente. Du coup, ça décuple de manière naturelle les échanges avec les logiciels d'ingénierie. Avec ce que j'avais mis sur le slide précédent ici, une nouvelle gamme dédiée à la maquette numérique pour aller encore plus loin dans ces outils de conception. Alors pourquoi? Simplement parce que les utilisateurs ont des demandes multiples et très ciblées. Dans le domaine du génie climatique, un jour vous faites de l'hydraulique, le lendemain vous faites de l'aérolique, et dans le domaine de l'hydraulique, il y a la Vantea, ceci, cela, son comportement, il y a toujours la dernière Vantea qui fait des réglages un peu particuliers, il y a toujours des choses qui sont particulières, pointues. Et c'est là où il faut avoir du répondant par rapport à des domaines, être capable de maîtriser, de bien intégrer la question de l'utilisateur et de pouvoir y répondre de manière intelligente. Donc ça sera une réalité qui viendra crescendo. Et les demandes, au-delà des fonctionnalités qu'on doit intégrer dans les logiciels, les demandes des utilisateurs iront de pair, des demandes relativement expertes. Et tout cela sera amplifié par la maquette numérique qui concentre en un seul modèle les différentes informations. Plus la possibilité, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la maquette numérique a possibilité, enfin, est intelligente par nature. Donc on a possibilité d'échanger plus facilement des informations. C'était l'autre fois, j'étais dans un bureau d'études. Forcément, à chaque fois qu'on va dans un bureau d'études, qu'on fait des démos pour le thermicien, il y a toujours l'électricien qui n'est pas très loin derrière, qui regarde. Et il me dit, mais moi, souvent, j'ai un jour l'archi, il me dit, mon mur, il est rouge. Donc moi, l'électricien, je mets les inters en rouge pour que ça soit en accord. Puis 2 semaines après, il a changé de couleur, le mur, il est jaune. Puis après, sur le chantier, je me retrouve avec des interrupteurs rouges. Bon. Aujourd'hui, les logiciels, le Revit ne va pas être capable de dire attention, nativement il n'est pas capable de dire attention, la couleur est différente, quoique en forçant un petit peu peut-être. Ça c'est Christophe qui pourra éventuellement y répondre. Voilà. Mais ce que je veux dire c'est que l'information on l'a, l'intelligence on l'a, on sait que l'interrupteur il est dans le mur et on est capable d'aller
créer des automatismes, des programmes, et c'est un petit peu aussi l'objet des ateliers. Vous avez peut-être vu dans la liste des ateliers de programmation. Parce qu'on se retrouve 10 ans en arrière, 20 ans en arrière, quand on a un super outil entre les mains et qu'on souhaite aller plus loin. Moi, je vois en tant que développeur, on a telle facilité à faire un petit bout de programme en 10 minutes et gagner 3 jours de boulot parce qu'on a fait un petit truc qui fait tout seul. C'est pour ça que ces ateliers programmation, ça me paraissait important de les faire. Voilà. Donc simplement pour dire qu'aujourd'hui, notre interrupteur, simplement, on ne sait pas dire qu'il n'est pas de la bonne couleur dans le mur, mais on a tout le potentiel pour le faire. C'est-à-dire d'ici 2-3 ans, l'électricien aura son petit outil qui permet de dire attention là, l'interrupteur n'est pas de la bonne couleur. Et c'est une évidence, mais moi je le vois toujours, un logiciel qui répond bien, qui est adapté à un métier, ben, il est naturellement intuitif puisqu'il parle votre métier. Il vous pose des bonnes questions. Moi quand je développe un logiciel, je me mets à la place du bureau d'études, je me dis quelles informations j'ai, comment est-ce que je les rentre, quelle est la logique pour les rentrer. Et après je fais le logiciel. On a d'autres éditeurs de logiciels qui vont faire les choses un petit peu à l'envers. Ils ont un calcul à traiter, brutalement ils vous demandent les informations, et du coup l'outil n'est pas forcément intuitif. C'est pour ça que c'est pertinent d'avoir une connaissance accrue du métier et du client sur ces outils pour créer des outils vraiment intuitifs. Je donne quelques exemples de compléments des logiciels FISA par rapport à ce que propose Revit aujourd'hui. Aujourd'hui, Revit, on le sait, permet de faire de la conception, on trace, etc. Par contre, au niveau calcul, il y a encore certains manques, mais les manques sont légitimes, puisque après, ça fait partie de calcul expert, hein, on va dire ça comme ça. Par exemple, pour l'aérolique, Revit sera calculé du dimensionnement, c'est votre règle à calcul que vous avez dans votre tiroir. Par contre, quand il s'agit de faire le calcul de perte de charge complet du réseau et d'en réaliser un équilibrage, c'est plus adéquat d'avoir un outil, même si Revit, dans une certaine mesure, est capable de le faire, on sera tenté d'avoir un outil un peu plus complet pour aller vraiment jusqu'au bout de la question. Idem pour l'hydraulique, la plomberie, et c'est là où les logiciels FISA viennent apporter les compléments nécessaires, métiers, à ces outils merveilleux que nous fournissent Autodesk. Deuxième exemple sur la partie thermique, où, ça je pense que jamais Autodesk n'intégrera une RT 2012 par exemple dans ses outils. Bien sûr, c'est un complément qu'on appellera national qui viendra intégrer ces fonctionnalités. Voilà. Alors après, j'ai beaucoup de clients qui me disent « Oui, mais ça c'est pour demain, on ne me demande pas encore de travailler sur la maquette numérique. » Mais en fait, moi j'essaierai de vous dire aujourd'hui, le futur que tout le monde voit demain, il est déjà aujourd'hui. C'est simplement une nouvelle interface de saisie, une nouvelle interface de travail qui va, à mon avis, imaginez-vous sur le chantier avec ce genre d'équipement, cette lunette ont l'intelligence de projeter sur le monde réel des hologrammes en 3D. Et du coup, aussi d'analyser quand on vient interagir avec le doigt dessus, etc. Donc imaginez-vous sur le chantier, vous regardez le plafond, avec vos lunettes, vous voyez la gaine qui va se poser. Vous voyez les points de riftage, enfin de fixation de la gaine, etc. On peut gagner un temps phénoménal avec ce genre d'outils. Simplement pour dire que, alors ça, on se dit oui, mais ça c'est pour dans 10 ans. Non, ça c'est vendu à la fin de l'année. Il y a des jeux vidéo qui fonctionnent avec. C'est pas pour dans 10 ans, c'est maintenant. J'ai pris cet exemple-là, parce que le premier qui a créé la première roue, même s'il n'était pas super, même s'il n'était pas hyper confortable, même s'il n'était pas pratique, facile à fabriquer, il ne serait jamais revenu en arrière. Et puis on va toujours en avant. Aujourd'hui, c'est forcément mieux qu'hier et ça sera encore mieux demain. Mais à chaque étape, cette roue, elle avait un potentiel énorme. Et toujours mieux que l'autre, permet de faire d'autres choses plus facilement, plus confortablement, etc. Aujourd'hui, le BIM, c'est une réalité, ça fonctionne. C'est des petites entreprises qui l'utilisent au quotidien, des grands groupes, pour ne pas les citer, SNC-Lavalin, qui l'utilise sur les 5 continents à plus de 400 utilisateurs sur le même projet. Je dirais que c'est une technologie qui s'adapte à quelque taille de projet que ce soit. C'est un véritable outil de production aujourd'hui, c'est-à-dire que ça met en place des principes. Si on prend l'AutoCAD MEP, on a des outils métiers qui sont venus se greffer dessus. Mais là, on part d'une autre optique, on part du métier et on conçoit le logiciel autour du métier. Plutôt que de penser dessin, et puis après on conçoit un logiciel pour faire du dessin et on adapte notre métier pour dessiner. Là, c'est l'inverse. Le logiciel, à l'origine, il est prévu pour faire notre métier.
Une efficacité, des outils qui nativement sont prévus pour l'ingénierie ou l'architecture, des échanges riches, puisque quand on va envoyer le projet, quand on récupère le projet de l'archi, eh bien, on a une richesse d'informations, même s'il n'a pas forcément dessiné les choses. Je prends souvent comme exemple la hauteur sous plafond. L'archi, il n'a peut-être pas dessiné son faux plafond, mais par contre, il a dit dans ce local-là, ma hauteur de sous plafond, c'est ça. Et nous, bureau d'études, quand on récupère la maquette, eh ben, on récupère cette information, même si ce n'est pas dessiné. Hein, c'est là le truc, c'est qu'on n'est pas sur le dessin, on est sur l'information. Et puis des échanges facilités aussi avec les non-techniques. Je prends souvent aussi l'exemple de l'hôpital, le médecin qui opère tous les jours, qui connaît son métier sur le bout des doigts, vous lui mettez un plan à 0 entre les mains, et ben, il est bien content, il ne voit pas grand-chose. Par contre, vous le projetez en 3D avec une vidéo, il visite sa salle d'op, mais il va vous dire, mais ça va pas, ça va pas, ça va pas. Alors que sur le plan A0, il n'a rien vu. Combien de maîtres d'ouvrage n'arrivent pas à lire correctement les plans? La 3D sur la maquette numérique, c'est la petite cerise sur le gâteau. Juste pour revenir sur les logiciels FISA, ces logiciels aujourd'hui, hier, depuis 30 ans, sont opérationnels sur les différentes technologies, sont opérationnels déjà aujourd'hui sur la maquette numérique et seront opérationnels demain. Je veux juste revenir un petit peu sur ce que c'est que l'outil. Hein, tout le monde connaît le mot, bien sûr, mais fondamentalement, l'outil a énormément contribué à l'évolution de l'homme. Hein. On a souvent dit d'ailleurs que l'outil, c'est ce qui distinguait l'homme de l'animal, même si certains animaux utilisent aussi bien sûr des outils. Mais en tout cas, c'est ce qui est souvent mis en avant. L'outil matériel va servir à décupler la force manuelle de l'homme. Mais l'informatique décuple les capacités intellectuelles de l'homme. L'outil informatique, c'est du virtuel, c'est du calcul, c'est plus la main humaine, c'est l'intellect. Donc la conclusion simple, c'est limiter son outil informatique, c'est se limiter dans ses capacités de production. C'est quand même une évidence. Du coup, à l'inverse, celui qui a fait le choix de prendre des outils pertinents, des outils modernes et adaptés, permet de décupler sa capacité de production de manière évidente. Et je rejoins justement la question de l'accompagnement, puisque je disais tout à l'heure qu'on est un petit peu à la croisée des deux chemins, hein. Un métier technique qui pour nous est le génie climatique, et le domaine du BIM qui, on va dire, vient traverser différents métiers. Et c'est là où c'est important d'être bien accompagné. Bien accompagné parce que l'outil change. Vous, utilisateur au quotidien d'AutoCAD, eh bien, vous avez une vision de votre outil de travail type AutoCAD. Alors que l'outil BIM, une fois que vous l'aurez découvert, vous vous rendrez compte que ça n'a rien à voir. Donc il ne faut pas essayer de rechercher ce que vous avez dans votre AutoCAD dans ces nouveaux outils. D'ailleurs, en formation, ceux qui ne savent pas utiliser AutoCAD sont presque les meilleurs élèves. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas regarder avec ses yeux d'autocadien ces nouveaux outils et faire confiance au discours des sachants qui ont déjà une expérience dans ces nouveaux outils informatiques pour aller au-delà de cette vision qui est voilée. Voilà. Important d'être bien accompagné parce que forcément cet outil va intégrer, pour en tirer tous les bénéfices, va intégrer aussi une rupture dans votre process interne. Ça va engendrer d'autres process, d'autres méthodes. D'où un accompagnement assez profond, d'où l'importance que l'accompagnant connaisse bien votre métier. Donc je disais tout à l'heure de choisir le bon, parce que les process métiers sont pointus, et ça me paraît important que votre accompagnant ait la double compétence. La compétence sur l'outil informatique et la compétence sur l'expérience métier. Génie climatique, génie électrique, structure, architecture, etc. Quelqu'un qui ne connaît pas votre métier, il n'est pas capable de voir l'objectif vers où il doit vous emmener. Donc il sera incapable de vous y emmener. C'est une évidence dit comme ça, mais c'est une réalité. Combien de fois je vois aujourd'hui de clients qui ont fait un investissement dans la maquette numérique et qui le mettent de côté parce qu'ils ne sont pas arrivés au résultat. En reprenant l'exemple de FISA, bien sûr que je connais très bien, on a une expertise BIM aujourd'hui depuis de nombreuses années et on a une expertise sur génie climatique, ce qui nous permet de proposer à nos clients une synthèse vraiment idéale. Et bien sûr, comme chaque client est particulier, d'adapter à chaque client. Et comme nous sommes nous-mêmes éditeurs de logiciels, éventuellement adapter même l'outil aux besoins du client.
Je reviendrai sur le fait que cette migration vers le numérique, c'est un enjeu majeur. On le voit au niveau de l'État, ils mettent en avant des capitaux, ils mettent des équipes en place pour l'adoption de ils appellent ça la transition numérique. C'est un enjeu majeur déjà pour vous, à l'échelle de l'entreprise, parce que ça permet de proposer autre chose. Bon, la crise a l'air de un petit peu s'atténuer, mais n'empêche que le fait de proposer quelque chose de différent de son confrère, ça permet de se démarquer et éventuellement de remporter des affaires. J'ai des clients qui me disaient « Oui, je me suis fait piquer mon projet la semaine dernière parce que mon concurrent il est venu avec le vidéoprojecteur des 3D, puis moi je venais avec mes A0 sous le bras. » Pour vous, parce que vous vous concentrez sur votre métier, c'est des outils métiers. Vous ne focalisez pas sur quel calque, ce que je dois faire, quelle échelle, quel truc. Non, c'est vous concevez. Et après, c'est le logiciel qui dessine. C'est le logiciel qui met tout à jour, etc. Travail que vous perdez chaque jour à remettre tous vos plans, tous vos indices à jour à la main. Et puis surtout, ça va être la base pour les évolutions à venir. Un exemple que l'on a mis aussi à travers ces ateliers, c'est le raster 3D. La société ATTF, vous l'avez peut-être vu puisqu'on l'a envoyé à tout le monde sur Internet, a passé une journée ici à scanner l'ensemble de l'espace Argence, ce qui vous a permis de visiter peut-être l'espace Argence avant de venir. Ça existe sur l'AutoCAD MEP, mais c'est encore plus valorisé sur du Revit. Et puis d'autres technologies sont à venir. Ce qu'on a vu tout à l'heure, les HoloLens, etc., on peut imaginer que ça s'interfacera avec ces nouvelles générations d'outils. Un enjeu majeur pour le bâtiment, simplement parce que l'ampleur, bien sûr, le bâtiment, c'est quelque chose d'important, ça touche tout le monde. Et surtout parce que les économies générées sur un même projet, si aujourd'hui, vous êtes bureau d'études, vous dites, oui, c'est pas tout à fait... Mais demain, c'est votre client, maître d'ouvrage. C'est lui qui dit ce qu'il veut. Qui va dire, moi, je sais que si j'utilise la maquette numérique pour construire mon bâtiment, je fais une économie à la fin de 20% sur le montant de mon bâtiment. 20%, c'est pas rien. C'est même énorme. Et puis moi, une chose qu'on ne met pas forcément beaucoup en avant, c'est la qualité du produit fini. Un bâtiment, chaque bâtiment quasiment est unique, à part peut-être des maisons individuelles un petit peu répétitives, etc. Mais chaque projet de tertiaire, typiquement, est unique. On ne peut pas savoir, sauf si on a fait des simulations, etc., qui aujourd'hui sont coûteuses, puisque le modèle que l'on a pour notre bâtiment, c'est difficile de récupérer ça dans l'outil de calcul thermique, etc. La maquette numérique, on a toutes les infos. On récupère dans l'outil de simulation, on fait une simulation sur l'aérolique, on fait une simulation sur la thermique, on fait les simulations que l'on veut, ça ne coûte quasiment rien. Ce que ça nous coûte, c'est notre expertise. Le temps qu'on va passer à regarder les résultats. Mais sinon, le fait d'actionner le levier pour lancer le calcul, c'est rien, puisqu'on a la liaison, on le voit aujourd'hui, Michel vous montrera dans ses ateliers la liaison entre les outils de calcul Fluide, FISA et Revit, c'est un clic ou deux. Le passage par l'outil de calcul, c'est très rapide. Alors que les étapes avec un AutoCAD sont beaucoup plus conséquentes, nécessitent beaucoup plus de temps. Donc ce que je veux dire, c'est que par rapport à la qualité du produit fini, simplement parce qu'on anticipe les problèmes du fait qu'on travaille nativement en 3 dimensions, ça élimine une bonne partie des montages qui peuvent fragiliser la structure, etc., et puis qui vont créer des trous pour la perméabilité à l'air et du point de vue thermique, etc. Et puis surtout, ces notions de simulation. Et je terminerai sur ce slide, pour remettre en avant nos partenaires qui sont présents pendant ces 3 jours, et l'image du train. FISA et ses partenaires sont dans le train. Profitez-en pour le prendre. Ne le laissez pas passer. Si vous le laissez passer, il faudra courir derrière, parce que ça c'est une évidence, demain, vous y aurez droit. Voilà. Je vous remercie.